Je m'appelle Camille et j'ai 28 ans. Hier matin, je me suis assise dans le bureau de mon avocate à Paris avec un simple dossier posé devant moi. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété officielle d'un magnifique domaine viticole situé dans la région de Bordeaux. Ce n'était pas n'importe quel domaine, c'était la maison de mon enfance. Et surtout, c'était le royaume de Valérie, ma belle-mère. La même femme qui, 10 ans plus tôt, avait souri pendant que mon père me mettait à la porte le jour de mes 18 ans. Avec une valise et un compte bancaire vide, elle pensait m'avoir effacé de l'histoire familiale pour toujours. Elle ignorait que je reviendrais, pas pour supplier, pas pour pardonner, mais pour devenir propriétaire de tout ce qu'elle croyait lui appartenir. Retournons 10 ans en arrière. J'avais 18 ans. Ma mère biologique était décédée quand j'en avais 10, me laissant un vide immense. Et une petite boîte à bijoux que je garde encore aujourd'hui. Mon père, Laurent, homme d'affaires souvent absent et trop influençable, s'était remarié 2 ans plus tard avec Valérie. Élégante, charismatique, manipulatrice. Dès le premier jour, elle m'a vue comme une rivale. Un souvenir vivant de la femme qui l'avait précédée. Peu à peu, la maison est devenue son territoire. Ma chambre transformée en dressing. Les photos de ma mère remplacées par des portraits d'elle. Et chaque soir, à table, des remarques subtiles pour me faire passer pour ingrate ou immature. Puis est arrivé le jour de mes 18 ans. Je descendais les escaliers en espérant au moins un sourire. Au lieu de ça, mon père était assis, les mains croisées, regard fuyant. Valérie, elle, sirotait son café. Il a dit que j'étais adulte maintenant, qu'il était temps que je vole de mes propres ailes. Ma carte bancaire était annulée. Mes études d'architecture à Paris ne seraient pas financées. Valérie a posé sa tasse avec un léger bruit sec et m'a regardée. Elle m'a dit que c'était pour mon bien, que l'argent facile rendait les jeunes paresseux. Elle portait un collier en diamant qui valait plus que 5 années de loyer étudiant. Je n'ai pas pleuré, j'ai fait ma valise. Et je suis partie. Les premières années ont été brutales. J'ai dormi sur des canapés, j'ai travaillé de nuit dans un bar où l'odeur de bière ne partait jamais de mes vêtements. Je me suis fait humilier par un professeur qui m'a dit que je n'avais pas le profil. Une nuit, après un service de 8 heures, je me suis endormie sur mes plans d'architecture. Mais je n'ai jamais abandonné. Je suis sortie major de ma promotion. J'ai intégré un cabinet spécialisé dans les restructurations immobilières haut de gamme. Là, j'ai appris comment les grandes fortunes protègent leurs actifs. Et comment elles s'effondrent quand elles vivent au-dessus de leurs moyens. Pendant que je construisais ma carrière, Valérie détruisait le domaine. Voyage à Dubaï. Réceptions extravagantes. Investissements artistiques absurdes. Mon père, affaibli par des problèmes cardiaques, signait tout. Il était mort il y a 3 ans. Je n'ai pas été invitée aux funérailles. J'ai appris son décès par un entrefilet dans la presse locale. Ce jour-là, j'ai compris que je n'attendrais plus rien d'eux. Après sa mort, Valérie a hérité du domaine grâce à un testament modifié à son avantage. Mais elle n'avait ni la discipline, ni les revenus pour maintenir ce train de vie. Elle a commencé à hypothéquer la propriété, puis à contracter des prêts à taux élevés. Dans mon métier, les rumeurs circulent vite. J'ai appris que la banque s'apprêtait à lancer une procédure de saisie pour plus de 2 millions d'euros. Au lieu d'attendre une vente aux enchères publiques, j'ai fait appel à un cabinet spécialisé. Ils ont monté une holding via des structures légales internationales, parfaitement conformes mais discrètes. À travers cette société, j'ai racheté l'intégralité de la créance bancaire. Rubis sur l'ongle. Du jour au lendemain, la dette m'appartenait. Valérie ne devait plus de l'argent à une banque. Elle me le devait à moi. Elle l'ignorait. Les avis de paiement ont commencé à s'accumuler. Elle les ignorait, persuadée qu'elle pourrait négocier. Mais il n'y avait plus personne à séduire. Le délai légal a expiré. La procédure de saisie a été déclenchée. Une réunion de conciliation a été fixée avec le nouveau propriétaire. Hier matin, je suis arrivée en avance. À travers la vitre teintée, je l'ai vue. Elle avait vieilli. Son assurance avait disparu. Ses mains tremblaient légèrement autour de son sac. Mon avocat lui a expliqué calmement la situation. Elle a exigé de voir le propriétaire. Elle a menacé d'appeler la presse. C'est là que j'ai ouvert la porte. Le silence a rempli la pièce. Ses yeux se sont figés sur moi. Confusion, reconnaissance, terreur. Elle a reculé d'un pas. Je me suis assise en face d'elle, les mains croisées. Je lui ai dit calmement « C'est pour ton bien. L'argent facile rend les gens paresseux. » Exactement ces mots. Elle s'est effondrée. Elle a parlé de famille, de souvenirs. Elle m'a supplié de lui laisser au moins la petite maison d'invité. Sa voix tremblait. Pour la première fois, elle ne contrôlait plus rien. Je me suis levée. J'ai pris les clés. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas souri. Je suis simplement repartie avec ce qui m'avait été arraché 10 ans plus tôt. La vengeance ne guérit pas le passé. Mais la justice, elle, rétablit l'équilibre. Si vous étiez à ma place, auriez-vous fait la même chose ? Dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez les histoires vraies de revanche et de reconstruction, abonnez-vous. La prochaine est encore plus intense.